Hello hello, on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour ma vidéo bilan de cette année 2024 en lecture. J'ai avec moi toutes sortes de carnets pour un peu vous expliquer quelles sont donc mes meilleures lectures de l'année 2024 et également revenir un petit peu sur cette année, ce qui s'est passé au niveau livresque, au niveau réseaux sociaux, littéraires, etc. Donc je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que ça fait, j'aime bien en fait tourner ces vidéos un petit peu récap de l'année qui vient de se passer. J'aime beaucoup en fait regarder ce type de contenu et j'adore vous le faire aussi. Donc on est parti pour vous faire cette fameuse vidéo bilan lecture 2024 et vous présenter ensuite mes meilleures lectures, celles qui ont vraiment marqué 2024. Alors, cette année, j'ai lu 66 livres, c'est moins que l'année dernière, donc en 2023. En 2023, selon mon petit carnet de lecture, j'avais lu 72 ou 73 livres et cette année, donc 66. Ça a été, en fait, c'est fortement corrélé, hein, vous vous en doutez, avec ma vie perso aussi qui a été complètement chamboulée en 2024. Voilà, j'ai vécu beaucoup de changements et je pense que mon rythme de lecture en a pris un gros coup à un moment donné. On le voit clairement. Alors j'ai pas fini mon carnet de lecture, mais on le voit ici où j'ai fait un book tracker en fait en fonction donc de combien de livres je lis par mois. Je trouve ça hyper fun à faire, donc je l'ai fait. Il est pas terminé, j'ai pas eu le temps pour le finir pour cette vidéo, mais vous pouvez le remarquer. On débute ici super fort en janvier et puis on a un gros creux au milieu de l'année avant que ça reparte de plus belle. Et voilà, je peux pas vraiment l'expliquer. Je suis quand même contente d'avoir lu 66 livres. Mon rythme s'est donc accéléré aussi à la fin de l'année. Je vous explique donc les raisons juste après. Mais ce chiffre me correspond, je pense. Je suis pas une énorme lectrice. Je vois passer des bilans à plus de 100 livres et franchement, j'admire vraiment les gens qui trouvent le temps de lire plus de 100 livres. Mais ce n'est pas mon cas et je pense pas que ça le soit un jour. J'ai plutôt un rythme de lecture relativement lent, hein, Enfin, tout est relatif, hein. C'est pour ça que je dis relativement lent. C'est que pour certaines personnes, je vais lire beaucoup de livres et pour d'autres, beaucoup moins. Mais c'est, je pense, un bilan qui me correspond bien. 66 livres, donc avec du très bon, du bon et aussi du moins bon, hein, ça fait partie du jeu. J'ai une petite pointe de déception parce que cette année, je pense que j'aurais aimé avoir de plus gros coups de cœur ou du moins davantage de coups de cœur. J'espère que vous n'entendez pas le bruit, je ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un qui fait du bruit. J'ai effectivement eu des coups de cœur, mais finalement je trouve relativement peu par rapport à 2023, par rapport à l'année précédente. Et sur ce point, j'avoue que j'ai une pointe de une légère déception en fait. J'aurais aimé être beaucoup plus embarquée, mais voilà, encore une fois, c'est peut-être lié à d'autres facteurs que je ne maîtrise pas. Donc je vais quand même, voilà, à la fin de la vidéo, hein, vous présenter mes meilleures lectures en fonction des différentes catégories, des genres littéraires que je lis. Mais j'avoue que cette année, j'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus de coups de cœur, être vraiment prise dans plein de lectures, voilà, avoir plus en fait de coups de cœur à vous présenter. Mais ce n'est pas le cas. Écoutez, c'est pas grave, j'en garde toujours évidemment le positif à chaque fois dans toutes mes lectures, j'essaie de vous montrer quand même le positif de tout et c'est un peu mon credo et ça a été aussi mon credo pour cette année livresque 2024. C'est une année qui a été quand même assez riche, hein, au niveau notamment des réseaux sociaux littéraires. Je suis extrêmement contente parce que pour le coup sur ce plan là ça a super bien marché, en tout cas à mon sens. Clairement YouTube, vous le voyez, hein, mon nombre d'abonnés a quand même bien augmenté, donc vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et donc merci beaucoup vraiment parce que je suis trop contente de démarrer l'année avec des performances qui sont quand même au rendez-vous malgré le peu de vidéos que j'ai pu faire par rapport à l'année précédente. Voilà, encore une fois, je le répétais, mais c'est vrai que j'ai eu moins de temps pour tourner des vidéos, me les monter, etc. et créer finalement du contenu. J'ai eu beaucoup moins de temps cette année et pourtant vous avez été au rendez-vous et donc merci infiniment pour ça.
J'ai aussi donc un compte Instagram, je pense que ça vous le savez, et là pareil, ça a été pour moi l'année 2024 une vraie consécration à ce niveau-là, parce que donc j'ai été renouvelée pour mon partenariat L'Archipel en 2025. Alors c'est plutôt une année calendaire, mais on va dire qu'on commence en octobre-novembre pour donc un an. Et consécration aussi, parce que vous avez pu le voir et je vous l'ai expliqué, je suis lectrice Charleston 2025. Et là pareil, on commence un peu l'aventure fin septembre, début octobre pour donc un an. Et à ce niveau-là, vous le saviez aussi, c'était vraiment quelque chose qui pour moi était un vrai rêve, un vrai objectif, enfin quelque chose qui était absolument incroyable. Et ça a été mon année finalement 2024 sur ce plan-là. Vraiment, donc merci infiniment en tout cas aux éditions Charleston pour leur confiance. Je sais que c'est un an et je me dis il faut que j'en profite à fond, donc je compte bien en profiter à fond. Et je pense que vous avez vu, hein, c'est un petit peu commencé, c'est pour ça que j'ai moins de temps pour vous tourner aussi des vidéos, parce que forcément je lis des ENC, donc des livres qui ne sont pas encore parus. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'être lectrice Charleston, c'est tout simplement un programme partenaire spécial, spécifique, exclusif, appelez-le comme vous voulez, où du coup on est 20 lectrices à avoir été sélectionnées pour lire en avant-première tous les livres, toutes les parutions de la maison d'édition, donc Charleston, qui du coup forcément a un planning très précis. On a des deadlines pour pouvoir rendre notre avis, hein. On donne notre avis à chaque fois pour toutes les parutions d'ailleurs, et notre avis est souvent aussi demandé si par exemple ils ont des questions sur la couverture, sur le titre, sur voilà, toutes sortes de choses. On a également accès aux coulisses de la maison d'édition, c'est partie un peu des privilèges de ce partenariat. Et donc pour des passionnés de lecture et puis surtout des passionnés de la ligne éditoriale finalement de la maison d'édition, c'est un vrai goal ultime à atteindre clairement pour nous. Et moi je suis trop contente voilà, d'avoir été sélectionnée. Donc à ce niveau-là, franchement ça a été fou cette année 2024, vraiment fou. Mais voilà, je suis très contente. Fallait que je vous le mette dans le bilan quand même. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc au niveau forcément des réseaux sociaux littéraires et sur Instagram, j'ai quand même un petit peu pris en termes d'abonnés, en termes de visibilité. Et voilà, je suis très contente. Alors c'est pas... Instagram et les réseaux sociaux littéraires ne sont pas ma source de revenus principale entre guillemets, enfin c'est pas mon métier, mais il n'empêche que j'y consacre beaucoup de temps et j'aime vraiment y consacrer du temps, et donc voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir un retour finalement par rapport au temps qu'on y consacre. Donc je suis très contente à ce niveau-là. Pour moi, le bilan de cette année 2024 est hyper positif. Après, je vous ferai aussi peut-être une vidéo sur mes envies littéraires pour 2025 et je vous expliquerai un petit peu également quelles sont mes envies au niveau des réseaux sociaux littéraires. Mais voilà, j'avais décidé en tout cas que Charleston et l'Archipel soient vraiment mes deux seuls partenariats cette année. Je vois passer beaucoup d'appels à partenaires, etc. pour d'autres maisons d'édition. Je vois passer aussi beaucoup de comptes Insta qui ont je ne sais pas combien de partenaires. C'est très bien pour eux, hein, je critique absolument pas. Mais j'avoue que pour cette année 2025, j'ai vraiment décidé de voilà, sélectionner que ces deux-là, parce que voilà, j'ai pas envie de me rajouter d'autres contraintes, puisque être partenaire, ça a beaucoup d'avantages, on est d'accord, mais aussi des contraintes. Et voilà, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail dans une vidéo bien sûr dédiée. L'année 2024 aussi, ça a été riche en rencontres, en événements, comme chaque année, j'ai envie de dire. J'ai fait cette année, j'ai fait combien de salons? J'ai fait commencé par les quais du Polar à Lyon, donc avec ma fidèle acolyte Mathilda, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la vidéo qui présentait un peu les quais du Polar. Ça a été vraiment très chouette. J'aime beaucoup ce salon. Je trouve qu'il est vraiment à taille humaine, même si il y a quand même beaucoup de monde chaque année, et je crois qu'ils ont d'ailleurs battu les records cette année, enfin en 2024.
Mais voilà, c'est un salon en fait où il y a une sorte d'émulsion comme ça qui est propre d'ailleurs au Quai du Polar, qui est vraiment propre à là-bas, où je crois que je vous l'avais un petit peu expliqué, mais ce qui est assez fou, c'est que pour les créateurs de contenu notamment, ils ont une sorte de salon en parallèle du salon des Quais du Polar, donc ouvert au public. Et c'est assez fou parce que c'est pendant... C'est pas vraiment un salon en parallèle, mais comment dire, ce sont des moments dédiés uniquement aux professionnels du livre, dont finalement les créateurs de contenu littéraire font partie, hein, et quelque part je trouve que c'est mérité, enfin c'est pas vraiment le terme, mais que c'est logique hein, finalement. Et c'est effectivement pendant ces moments dédiés où on a notamment un salon entre guillemets qui est dédié, où on peut échanger entre créateurs de contenu et aussi avec d'autres professionnels du livre, des libraires notamment. Je trouve que il y a vraiment voilà, un truc spécial, particulier qui se crée, une ambiance en fait propre au Quai du Polar qui est vraiment hyper intéressante. C'est toujours le moment où on peut rencontrer des nouvelles personnes, échanger et pourquoi pas voilà, nouer, créer des liens, des partenariats, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment un super salon à ce niveau-là. Après la programmation chaque année est incroyable. Les auteurs, autrices qui sont présents au Quai du Polar, enfin il y en a toujours beaucoup et puis c'est toujours très intéressant. Voilà, enfin moi ce sont en tout cas des auteurs, autrices que j'aime suivre, que j'avais envie de découvrir, etc. Donc je suis très contente à ce niveau-là, vraiment. Et Lyon, franchement c'est très beau aussi comme ville, on va pas se mentir. J'y vais uniquement pour cet événement, ma foi, mais voilà, j'aime bien aussi cette ville et ce salon notamment. Donc j'ai été ravie encore une fois de participer au Quai du Polar et on verra en 2025 si j'y vais ou pas. Le soleil m'accompagne aujourd'hui. J'ai également été au salon Lire à Limoges, hein. Je crois que cette année d'ailleurs je n'ai fait que 3 salons. Lire à Limoges, donc qui a lieu à Limoges. C'est un salon qui est un petit salon régional, ma foi. Cette année la programmation était vraiment très bien. Je tiens à le souligner parce qu'il y avait notamment pas mal d'autrices des éditions Charleston. Et j'étais très contente de pouvoir les avoir finalement. Comme c'est très régional, très familial entre guillemets, l'ambiance est détendue, il y a beaucoup moins de monde, donc on n'attend pas 150 ans pour ces auteurs-autrices qui en temps normal, dans d'autres salons, il y aurait eu beaucoup plus de queues. Donc ça a été très chouette, je l'ai fait toute seule, mais j'avoue que j'en garde aussi un super souvenir, des super rencontres avec des auteurs-autrices, donc franchement aussi très contente d'avoir fait Lire à Limoges. Et enfin j'ai fait au mois d'octobre je crois, si je me trompe pas, donc Lire à Limoges c'était au mois de juin, c'était fin juin, et octobre j'ai fait Lire en poche à Gradignan. Donc c'est un salon qui se tient donc, comme chaque année aussi à côté de chez moi à Gradignan, et c'est un salon aussi où l'ambiance est très détendue. Pour le coup à chaque fois il fait beau pendant ce salon, pourtant c'est au mois d'octobre mais à chaque fois il fait beau vraiment. Et cette année ça n'a pas dérogé à la règle, il faisait un peu plus froid que les autres années, mais on est en fait au niveau de la médiathèque de Gradignan et le cadre est quand même très agréable, il y a des grands espaces verts, etc. On se sent pas oppressé ou enfermé comme dans d'autres salons qui se passent forcément dans un espace très réduit. Mais j'avoue que cette année, pour le coup, la programmation m'a beaucoup moins emballée que les autres années, donc je dirais pas bémol sur ce salon spécialement, parce que j'aime bien vraiment Lire en poche, mais par rapport aux autres années, je l'ai trouvé un peu moins bien. J'ai quand même assisté à des conférences, j'ai quand même rencontré quelques auteurs, autrices que j'aime bien ou que j'avais envie de découvrir, mais voilà, c'était moins, j'y ai passé moins de temps, franchement beaucoup moins de temps. Je crois que j'y ai passé une après-midi et une matinée, voilà, parce que ça m'a pas plus emballé que cela. Et j'avais oublié, chose importante, j'ai aussi fait Brive. Le salon, donc la foire du livre de Brive, qui est quand même assez connue. C'est vraiment un moment qui est pareil, où là il y a une émulsion toute particulière je trouve à Brive. Alors cette année j'étais un peu en recul parce que pour le coup je l'ai fait avec ma maman, donc c'est un peu
différent de le faire entre copines passionnées, voilà, ayant des comptes lecture, etc. Et avec sa mère, c'est un petit peu compliqué, même si elle aime lire, elle aime découvrir des choses, etc. C'est juste différent. Et c'était pour le coup vraiment très chouette de le faire avec elle. Finalement, on a voilà, rencontré pas mal d'auteurs, autrices qu'on connaissait pas forcément, ça change aussi. Et l'ambiance de Brive, voilà, est spéciale. Cette année, je crois que j'étais un peu fatiguée, donc j'avoue qu'on a fait qu'une après-midi, il me semble. Enfin, on n'est pas resté très longtemps, mais plutôt satisfaite. Voilà, plutôt contente de Brive, même si c'était différent des autres années. Donc voilà pour mon bilan global, je pense, général de cette année 2024. Donc vous l'aurez compris, du très bon quand même hein, avec les lectrices, du pas mal avec les événements littéraires, même si les quais du polar... quand même plus, et du un peu moins bon, une petite déception pour moi sur notamment le nombre de coups de cœur que j'ai eu cette année. Et transition parfaite pour vous présenter donc mes coups de cœur de 2024. Et aussi je vais vous présenter d'autres lectures qui ont été de très bonnes lectures que je ne peux pas vraiment qualifier de coup de cœur, mais encore une fois je vous ai expliqué précédemment parce que voilà, d'autres choses ont rentré, je pense, en compte. Alors, je vais pas vraiment vous faire un top de, par exemple, ma meilleure lecture cette année, même si je vais vous la présenter quand même, mais après, j'arrive pas trop à classer, j'arrive pas trop à dire qui est ma deuxième, enfin, laquelle est ma deuxième lecture, laquelle est ma troisième lecture, là, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère vous faire mes meilleures lectures par genre littéraire parce que je lis différents genres littéraires, mais c'est vrai qu'il y en a à chaque fois il y en a trois principaux qui reviennent. Le premier, oui il y a de l'eau sur ma terrasse et du coup ça fait ça. Je viens de me rendre compte mais vraiment c'est excellent. Comme je chapitre toutes mes vidéos, vous pouvez retrouver donc en bas, par exemple, hein, s'il y a un genre littéraire qui vous intéresse, vous pouvez retrouver donc les différents genres littéraires en bas. Et cette année donc j'ai lu quand même, enfin je lis chaque année donc différents genres littéraires, mais là je vais vous présenter vraiment mes meilleures lectures pour les thrillers et les polars. Donc première catégorie, oula attendez parce que j'ai un chat qui joue avec les fils de mon carnet. Deuxième catégorie, les romans historiques, et troisième catégorie, les romans contemporains. Enfin, ce que j'ai mis dans le contemporain, c'est tout ce qui est en gros un peu de la littérature blanche. Voilà, c'est peut-être plus précis en termes de nom de genre que contemporain. Moi j'appelle ça contemporain, mais voilà, littérature blanche, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la littérature de genre. Voilà. Et on commence tout de suite avec les thrillers polars parce que je veux absolument vous présenter donc ma meilleure lecture, et là pour le coup c'est vraiment the number one, celle qui m'a transportée, que j'ai adorée, et spoiler c'est donc un thriller, ce qui est à mon sens extrêmement marrant, drôle, enfin voilà, assez plaisant parce que c'est un genre littéraire que j'aime bien lire, les polars thrillers, mais j'avoue que proportionnellement au nombre de livres que je lis chaque année, finalement j'en lis relativement peu. Voilà, mais j'aime beaucoup les polars thrillers, je trouve que c'est très bien. Bref, sans plus attendre, ma meilleure lecture 2024, il s'agit des 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn. C'est vraiment la meilleure, voilà, la meilleure lecture. J'ai été complètement embarquée par cette histoire. On suit en fait, on est sur un rythme qui est très dynamique. Pour parler un petit peu du pitch, on sait dès le début que Blake Nelson est donc un fermier de l'Utah, si je ne me trompe pas, on est dans l'Utah, parce que c'est là où d'ailleurs il y a une grande communauté de mormons. On est proche de Salt Lake City, je vais y arriver, donc aux États-Unis, et Blake Nelson est donc un fermier qui vit reclus avec ses 3 épouses. Alors la religion mormone, communauté mormone, je vais plutôt l'appeler comme ça pour ne froisser personne, la communauté mormone n'accepte pas normalement le mariage plural, donc le fait d'être polygame, mais il y a une branche en gros de cette communauté mormone qui est quand même très fondamentaliste et qui accepte entre guillemets donc les mariages polygames, enfin la polygamie, les mariages plurals, donc la polygamie.
Et il est question de cela dans ce livre parce que donc il a 3 épouses, ce fameux Blake Nelson. Il est retrouvé mort et tout l'objet du livre et pendant tout le roman, ça va être donc de chercher qui l'a tué. Et on penche à chaque fois sur l'une de ces 3 épouses. Donc on va suivre tout au long du récit, on est sur un roman choral où on suit le point de vue de chacune des 3 épouses et pendant tout le récit on va alterner comme ça de points de vue et soupçonner finalement à chaque fois l'une des 3 parce qu'elles ont toutes les 3 de très bonnes raisons d'en vouloir donc à leur mari. Et je vous en dis pas plus mais il va se passer beaucoup de choses. On va connaître un petit peu les relations qu'elles avaient avec le mari mais aussi leurs relations entre elles. On va être plongé donc au cœur de ce fondamentalisme finalement mormon et au cœur aussi de gros scandales, sans trop vous en dire. Je pense, à mon avis, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de note de l'autrice à la fin, mais elle s'est inspirée d'un fait réel, qui où on suit un petit peu la secte de Warren Jeffs. Je vous laisserai découvrir pourquoi d'ailleurs elle s'est fortement inspirée à mon sens de ce fait divers là. À la fin, mais franchement c'est un roman que j'ai adoré, où j'ai été complètement embarquée dans l'histoire, voilà, du début à la fin, avec une plume qui est quand même très fluide, très addictive. On va suivre ces 3 épouses et on va être plongé finalement au cœur d'une sorte de tension qui monte petit à petit. Et j'ai adoré aussi être voilà, en immersion complète dans finalement dans les travers de cette communauté où on va suivre donc différentes coutumes, différentes us, etc. Et c'est vraiment très addictif. Pour le coup, ça a été ma meilleure lecture. Je pense que de base le sujet m'intéresse beaucoup et donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai adoré cette lecture. Mais voilà, pour moi il n'y a aucune autre lecture en 2024 qui m'a autant prise que celle-ci franchement. Et je l'avais lu en janvier, donc vous voyez ça date, ça fait 1 an que j'ai lu cette lecture, donc voilà, je me souviens pas exactement dans le détail de tout, mais pourtant j'en garde un souvenir extrêmement marquant. Donc pour moi c'est celle-ci, c'est pour moi un très bon thriller avec voilà, une tension comme il faut, avec des rebondissements là où il faut, avec des personnages qui semblent antipathiques au début et puis qui finalement sont très attachants, avec 3 femmes avec du coup 3 personnalités différentes qui vont finalement voilà, révéler tous leurs secrets à la fin. Et j'adore, j'ai adoré. Voilà, Pépitas, ma meilleure lecture, vous l'avez ici. Ensuite, donc dans chaque catégorie, j'ai essayé de trier de ma meilleure lecture à ma moins bonne, même si, voilà, pour moi, tout ce que je mets là dans cette vidéo, c'est mes meilleures lectures, vous l'aurez compris. Et donc, la deuxième meilleure lecture que j'ai eue en thriller polar, c'est celui de Max Moneuer, donc le 3e tome de sa saga Sombre qui s'intitule À la gorge, où on va suivre un inspecteur n'importe quoi, un psychologue parce qu'effectivement on est plutôt sur un polar qui tourne un peu au thriller parce que l'ambiance et la tension fait qu'on voilà, il y a un peu d'origine thriller quand même dans ce livre. Mais on suit donc un psychologue en milieu carcéral qui va à chaque fois, on va le suivre dans différentes enquêtes et sa vie perso va un petit peu interférer à chaque fois dans l'enquête. Systématiquement on est sur l'île de Ré et à La Rochelle et je trouve que Max Moneuer vraiment elle ancre tous les événements de ses romans dans ce décor qui voilà, nous prend, enfin moi que je connais et donc que je trouve très intéressant aussi. Les personnages sont hyper attachants, c'est vraiment le point fort de cette saga. Et dans celui-ci, alors ils peuvent se lire indépendamment mais je vous conseille pas quand même, je vous conseille vraiment de commencer par le tome 1 qui est donc Sombre. Celui-là c'est donc ma deuxième meilleure lecture thriller polar parce que j'ai adoré retrouver Victor, retrouver un peu sa vie tourmentée et là on est sur une enquête qui est donc à chaque fois un peu indépendante mais qui je trouve se recoupe beaucoup avec le reste. Donc je vais peut-être pas vous parler de l'enquête mais vraiment très bon pour moi, polar thriller. Je trouve que la plume de Max Moneuer aussi est très fluide, très addictive.
je vous le recommande à fond. Ensuite, troisième meilleure lecture, je vais essayer d'accélérer parce que sinon cette vidéo va durer 150 ans. Il s'agit de Une offrande à la tempête de Dolores Redondo. C'est aussi un troisième tome de saga, j'aime beaucoup les sagas, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. C'est une saga qui se déroule dans le Pays Basque espagnol et on suit en fait une enquêtrice qui s'appelle Amalia Salazar, inspectrice de police d'ailleurs si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, qui va essayer, donc à la base cherche à résoudre des meurtres qui sont tout à fait banals, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a tout le folklore du Pays Basque et donc les mythes et légendes qui vont un peu prendre le dessus sur ces enquêtes et donc ce troisième tome ne fait pas exception à la règle. On est vraiment comme ça dans une ambiance un peu humide, sombre, beaucoup de forêt. C'est le ciel est bas. Voilà, toute l'ambiance un peu mystique va se mêler à ces enquêtes qui sont elles bien réelles, avec des morts donc bien réelles. Et j'ai beaucoup aimé, alors ça clôture entre guillemets la saga, même si je sais qu'après il y a un préquel, un quatrième tome en gros, mais qui se passe avant. Ça clôture très très bien la saga et j'ai beaucoup aimé voilà, encore une fois la plume je trouve de Dolores Redondo, addictive à souhait. Et ce personnage d'Amaya, gros coup de cœur. Donc voilà, troisième meilleure lecture polar thriller. Ensuite, quatrième meilleure lecture polar thriller qui est un livre clairement qu'on a vu passer partout, mais pour moi c'est La femme de ménage de donc Frida McFadden. J'ai été vraiment très agréablement surprise par ce livre. Parce que au début, je m'attendais pas grand chose, je l'avais vu passer donc partout, je me suis dit oh, est-ce que ça vaut vraiment la hype? Et finalement j'ai été vraiment bluffée par le côté addictif de la plume et addictif de cette lecture et le gros twist, parce qu'il y a un gros twist. Et on suit donc Millie qui est donc femme de ménage pour un couple assez aisé, je crois dans la banlieue, plus c'est new-yorkaise, aux États-Unis. C'est un peu une ambiance donc de thriller domestique où on est au sein de cette maison, etc. Et où finalement les personnages, notamment ce couple, il paraît, il paraît vraiment être l'homme parfait et elle, la femme acariâtre, mégère, horrible avec Millie. Pourtant elle s'accroche parce qu'elle cache aussi un lourd secret. Et il y a un twist qui remet tout en question à un moment donné et je trouve que l'effet waouh a été au rendez-vous. Donc très contente de cette lecture, franchement je vous le conseille. Ensuite il fallait que je le mette dans ce top absolument. Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano. C'est une saga où il y a actuellement 2 tomes mais le 3e va paraître là au mois de janvier. Qui m'a vraiment conquise. Je m'attendais pas à grand chose en lisant ce premier tome et j'ai adoré, et encore plus d'ailleurs le 3e tome là qui va paraître, que j'ai lu du coup en ENC, donc en avant-première. Je peux vous dire que c'est mon meilleur le meilleur livre de toute la saga, 3e tome. Et on suit en fait une jeune maman, voilà, elle a 2 enfants en bas âge. Elle est fraîchement divorcée et on va le suivre à la fois donc ses déboires un petit peu avec son ex-mari, d'autres choses avec ses enfants, etc. Et en même temps elle va se retrouver mêlée malgré elle à une sorte de trafic où on va la prendre pour une tueuse à gages. Elle va se retrouver avec un cadavre dans sa voiture, il va falloir qu'elle le fasse disparaître, etc. Vous l'aurez compris, le ton employé est quand même très léger, mais je sais pas, ça passait tout seul. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était addictif, que c'était un peu déjanté, un peu barré, un peu loufoque, mais en même temps on tombe jamais dans le too much, tout est justement bien dosé et c'est ce qui fait vraiment le point fort de cette saga. C'est déjà son personnage principal qui est très attachante parce qu'elle est aussi autrice à succès et autrice à la base de romans plutôt d'amour, et puis en fait elle va se mettre à écrire un peu sur ce qu'elle vit mais sous couvert d'anonymat, enfin voilà, elle change le nom de ses personnages, etc. Il va se passer beaucoup de choses et franchement très belle découverte pour moi en 2024 que cette saga. Et maintenant ça fait partie de mes sagas préférées, donc comme quoi voilà, il fallait qu'il apparaisse absolument dans ce top. J'accélère. Autre livre que j'ai beaucoup aimé, évidemment vous connaissez mon amour pour cette autrice Eva Björgårdsdóttir et le clan Sneberg, qui cette fois-ci est un one shot. Elle a écrit la saga Elma, pardon, qui est donc à côté, mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé. On est sur un huis clos, une sorte de
tout, voilà, on suit une famille très riche qui vont se retrouver pour un week-end dans un hôtel de luxe d'ailleurs, au large, enfin en Islande, mais dans la région des volcans là, très reculée. Et il va se passer, il y a une disparition et forcément on va revenir sur tout le week-end et surtout on va revenir sur certains personnages qui cachent de lourds secrets et revenir un peu sur les liens qui existent en fait entre ces familles. Franchement, très bonne surprise pour moi. Il y avait 2-3 trucs qui m'ont un peu déplu, mais il faut quand même qu'il apparaisse dans ce top parce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Et je vais passer très rapidement avec les 2 dernières parce que voilà, encore une fois, sinon cette vidéo va durer 150 ans. J'ai également mis dans ce top l'affaire Alice Crimmins, qui est donc un true crime qui s'est donc déroulé aux États-Unis en 65, dans les années 60, et De nulle part de Claire Favant, qui a été aussi une très belle découverte pour moi, où on a on suit un vrai thriller pour le coup, assez français, où on suit 2 jumeaux qui vont être séparés parce qu'ils vont pas être adoptés ensemble, vu qu'ils ont été placés, etc. Et on va suivre en fait leurs 2 vies qui sont complètement différentes, l'un qui a été adopté par une famille très riche et l'autre qui galère dans la vie. Vraiment fabuleux retournement de situation, rebondissement et plume très fluide et addictive, donc voilà, je les mets aussi dans ce top parce qu'ils ont été de très bonnes lectures pour moi cette année. Ensuite, ma meilleure lecture, cette fois-ci catégorie des romans historiques. Sans surprise, enfin je sais pas si voilà, j'en avais beaucoup parlé, mais j'ai adoré On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. C'est franchement une lecture qui m'a transcendée. On est sur une histoire d'amour qui traverse un peu les siècles. On est à la fois en France, aux États-Unis. On suit Max et Sacha. L'un finalement va sacrifier sans vraiment sacrifier, mais l'un donc va laisser la chance à l'autre de devenir une actrice d'Hollywood très célèbre, tout en voilà, l'admirant, tout en maintenant un lien avec elle. C'est un livre qui m'a complètement bouleversée. On est à la fois aussi sur des descriptions des différentes époques, des différentes décennies, des mentalités aussi de l'époque. On passe notamment à un moment donné à un petit moment avec les hippies aux États-Unis, en Californie, donc c'est très chouette, je trouve. C'est vraiment un roman qui m'a complètement transcendée, vous l'aurez compris. Et vraiment ma meilleure lecture pour le coup, catégorie roman historique. Deuxième meilleure lecture, et cette fois-ci c'est un livre qui va paraître en janvier, le 13 janvier, donc voilà, je vous conseille vraiment de foncer en librairie. Il s'agit du Chant des oubliés de Christine Hanna. On est cette fois-ci sur l'histoire du destin de Frankie, une infirmière qui va s'engager pendant la guerre du Vietnam. Donc elle va partir là-bas, elle va découvrir, enfin vivre des choses, vous en doutez, absolument atroces, absolument horribles. En même temps, on suit un peu certains moments de vie qu'ils ont là-bas et qui sont un peu coupés du monde, où ils essayent de rechercher l'insouciance qu'ils n'ont pas au quotidien. Et on va suivre aussi en deuxième partie son dur retour à la réalité, son dur retour aux États-Unis et toute l'ambiance finalement des États-Unis qui à ce moment-là n'a pas du tout envie de revenir sur cette guerre et revenir sur voilà, sur les horreurs de la guerre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Chant des oubliés aussi, c'est parce que ces femmes-là n'ont pas été du tout, et même de manière générale, hein, les vétérans du Vietnam aux États-Unis, ils ont mis beaucoup de temps avant de les reconnaître et de les glorifier, si je puis dire, ou du moins d'honorer leur mémoire. Donc c'est un roman qui est vraiment très poignant, très bouleversant, mais en même temps... ouais, j'ai envie de dire, on sent quand même un peu l'espoir et moi je me suis beaucoup attachée à Frankie parce que elle a une vie qui est franchement très difficile. Vraiment pas facile, parce que vous en doutez, à un moment donné il y a des histoires d'amour, des choses comme ça, et il se passe plein de choses. Les rebondissements arrivent à chaque fois aussi au bon moment, et c'est un roman qui est nécessaire. Franchement nécessaire, donc je vous le conseille à fond. Autre lecture, roman historique que j'ai adoré en 2024, il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. À chaque fois vous pourrez le remarquer, on est sur des destins de femmes hein, quand même dans les romans historiques, où on suit à travers finalement plusieurs époques toute leur vie.
et notamment sur celui-ci, hein, Evelyn Hugo, on suit cette fameuse actrice star de cinéma, grande légende, qui va revenir sur toute sa vie et dont notamment ses 7 mariages. À chaque fois il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans cette histoire, qui sont différents et qui font partie intégrante d'ailleurs de la vie de beaucoup de gens, et donc je trouve que c'est vraiment le point fort aussi de la plume de Taylor Jenkins Reid, j'arrive pas à le dire, c'est qu'elle arrive vraiment à décrire le quotidien et décrire certains sujets qui touchent tout le monde de façon très touchante, très percutante. Et en même temps, en fait, on se prend vraiment d'affection pour Evelyn, même si à certains moments elle est un peu détestable. Je trouve que voilà, une vie extraordinaire et on a l'impression qu'en fait elle est réelle. C'est ce qui est assez fou. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a vraiment l'impression de suivre clairement une vraie légende en fait, une vraie star de cinéma. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment très très belle découverte. Autre coup de cœur, Le secret des agapantes de Clarisse Sabar, où on suit du coup un lourd secret de famille, surtout un tableau. À la recherche d'un tableau, on suit à chaque fois, donc on est sur une double temporalité, on suit à la fois une cousine dans le présent qui va hériter d'une maison de famille, et on suit donc sa grand-mère dans le passé. Et franchement, c'était vraiment génial. On est donc à plusieurs époques différentes et j'ai adoré autant Flora dans le présent avec ses tourments où elle veut échapper un peu à une horde, enfin au niveau médiatique où elle est un peu mêlée voilà, à une affaire, à un sujet, elle veut échapper à tout ça, elle va en Normandie à la recherche un peu de ses origines et de ses racines, et à la fois Joséphine où on suit donc sa vie pareil, très chaotique, je dirais pas ça, mais très riche en événements. Et voilà, le roman, c'est vraiment une fresque familiale, enfin c'est un premier tome du coup, une fresque familiale qui est pleine de secrets de famille, et j'aime beaucoup les secrets de famille, j'aime beaucoup les figures féminines fortes. J'aime beaucoup ce livre. Autre livre que j'ai aussi beaucoup aimé, cette fois-ci c'est une BD. Il s'agit donc forcément de celui-ci, cette BD là. Alors j'ai adoré le 2e et le 3e tome, donc en 2024 j'avais lu le tome 1 avant. Où on suit du coup la vie de Madeleine Riffaut. Donc Madeleine Riffaut qui est une personne d'ailleurs décédée l'année dernière, donc en 2024. Qui a été donc résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on suit un peu tout son destin, tout son parcours. C'est une bande dessinée avec des planches qui sont vraiment, vraiment très touchantes. J'aime beaucoup les nuances en fait de blanc, bleu et noir, donc, et franchement gros coup de cœur sur cette série de bande dessinée. Ensuite brièvement, parce que je pense que tout le monde la connaît cette saga et tout le monde l'adore, mais 2024 a été marqué par la fin de cette saga, et j'ai eu un coup de cœur à la fois pour le tome 5 et pour ce tome 6. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, sinon lisez cette saga si vous aimez les sagas familiales. Les tomes 3, 4, 5 et 6 sont pour moi les meilleurs. Ouais, franchement ouais. J'ai même envie de dire le 5 et le 6 c'est quand même les meilleurs. Pourtant j'avais beaucoup aimé le 2, mais 5-6, voilà, pépite, pépite. Et ensuite je vais finir mes meilleurs romans historiques par un roman que je n'ai pas en ma possession, mais que j'ai adoré lire. Il s'agit de La Cité des Mers de Kate Moss. On est aussi sur une saga, mais j'aime beaucoup ça, voilà, vous l'aurez compris. On est sur un 3e tome, si je ne me trompe pas, de saga, avec La Cité de Feu en premier, La Cité de Larmes en 2e, et donc là, La Cité des Mers, où on va suivre une corsaire à travers donc les mers, et on est pareil sur la suite, vraiment pour le coup, vraiment sur une suite, et on va suivre donc ses secrets. Elle est à la recherche aussi un peu de ses origines, de comment il y a un truc avec sa mère qui est morte avec sous les coups de son compagnon, qui est donc qui n'est autre que le père du personnage principal qui s'appelle Louise Redon-Joubert. Si vous avez lu le tome 1 ou tome 2, vous pouvez peut-être voilà, comprendre. Et on est à travers les siècles, on est au 17e précisément, et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On suit aussi son aventure, toutes ses aventures en fait en mer, avec une personne qui va se faire passer pour un homme parce que à l'époque elle veut échapper, je crois, à un secret, etc.
Et vous allez découvrir ce secret d'ailleurs en lisant le roman. C'était un bon roman d'aventure que j'ai adoré, un roman d'aventure historique. Franchement, c'est tout ce que j'aime. J'ai hâte d'ailleurs de lire le 4e tome et je crois le dernier tome de la saga, donc en 2025. Dernière catégorie, les romans, ce que j'appelle contemporains, donc la littérature blanche. Premier livre, donc en top 1, mon numéro 1, vraiment celui que j'ai adoré, c'est Un soir d'été de Philippe Besson. Où on suit, en fait, on est sur de l'autofiction, on suit l'auteur pendant le mois, je crois, à l'été 1985, il va y avoir un groupe d'amis, il va sortir, voilà, etc. Et on est sur l'île de Ré d'ailleurs, si je me trompe pas, et l'un d'entre eux va disparaître. C'est une histoire donc vraie, il a vraiment disparu cette personne-là, et il va retracer un peu cet été avec cette fin aussi d'insouciance finalement parce qu'il est jeune adulte à ce moment-là et donc forcément une disparition ça impacte énormément je pense. Et franchement c'est une lecture qui m'a vraiment transcendée, je l'ai lu très rapidement, alors il est relativement court, hein. D'ailleurs il est sorti je crois en poche en début d'année là, donc franchement foncez, vous le procurez. J'ai adoré, vraiment adoré, que ce soit la plume, que ce soit l'histoire, il n'y a pas beaucoup de rebondissements non plus, mais on suit les pensées intimes en fait, on est vraiment dans l'intimité de l'auteur et de ce fait divers qui est raconté voilà, sous forme de roman. Donc franchement, vraiment grosse pépite que ce livre. Deuxième très belle découverte et avec le recul vraiment excellente découverte que je conseille à tout le monde. Il s'agit de La Jurée de Claire Géano. C'est un livre donc, que je n'ai pas non plus en ma possession, mais franchement je l'ai dégommé, je me souviens. On suit une personne qui va être désignée pour être jurée à un procès d'assises. Alors comme tout le monde, hein, on peut être à un moment donné désigné comme tel. Elle va devoir juger un couple je crois parce que ils auraient tué la tante du mari. Et en fait, au fond, on est vraiment dans le détail de la machine judiciaire française et du procès et voilà, on a vraiment tous les éléments qui se mettent en place tout au long du récit, mais ça reste quand même dynamique parce qu'on suit aussi le personnage principal et son histoire personnelle. D'ailleurs inspiré de faits réels, mais je vous dis pas lequel parce que sinon je pense que ça spoil aussi, mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Et sa vie, son histoire, ses relations familiales, etc. Enfin, franchement c'était hyper chouette, très bien construit. La plume est très fluide, très addictive et voilà, et il y a des moments qui peuvent paraître longs parce que forcément elle décrit extrêmement bien hein, toutes les étapes du procès et donc il y a certaines étapes qui peuvent être un peu longues, à savoir les témoignages des uns, les témoignages des autres, la plaidoirie de l'avocat, etc. Mais en fait ça passe très bien vraiment et donc voilà, je vous le conseille vraiment à fond parce que je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre. C'est un livre qui voilà, justement dosé en termes de rebondissement, en termes d'événements, etc. Et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes, donc je vous le conseille à fond. Ensuite, en troisième, j'ai mis La Dernière Allumette de Marie Vareille. J'aime beaucoup la plume de Marie Vareille, je trouve qu'elle a une plume qui est très addictive, mais aussi un peu sensible, etc., très touchante. Et dans celui-là, on a un gros... J'ai un marque-page, je ne sais pas. On a un gros twist qui, c'est la marque de fabrique de Marie Vareille, un gros twist qui remet vraiment toute notre vision de l'histoire en question. On suit Abigail qui vit recluse dans un couvent et il y a son frère qui va d'ailleurs lui rendre visite régulièrement. Et on sait dès le départ que Abigail est muette. Forcément on se demande pourquoi, comment c'est possible. On va suivre également donc la vie de Gabriel au final qui va rencontrer Zoé et il y a la question, sans vous expliquer pourquoi, comment, il y a la question des violences conjugales et des violences intrafamiliales qui est abordée et très justement abordée dans ce livre. J'ai beaucoup aimé. Je peux pas
sur le coup, je crois que j'ai dit que ce n'était pas un coup de cœur parce que je l'ai trouvé un peu court, je trouve qu'il me manquait d'éléments. Mais finalement, avec le recul, j'en garde quand même un très très bon souvenir. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans ce top et vraiment dans ce top 3 au final. C'est vraiment ma 3e meilleure lecture de la catégorie parce que c'est un livre qui est très bien construit, très très bien fait, très très bien écrit. Donc j'ai beaucoup aimé la manière, le ton, la manière d'aborder les choses de l'autrice. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et le twist est assez dingue, je l'avais pas vu venir. Et franchement, bah du coup, très belle découverte. Ensuite, en 4e, j'ai mis un livre que j'avais beaucoup aimé, vraiment que j'ai beaucoup aimé, Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka. J'ai découvert sa plume, on est sur un roman qui est très doux, très touchant et aussi très lumineux en fait. J'ai beaucoup aimé parce qu'il traite du sujet de la disparition volontaire et donc on va suivre la fille d'une mère qui du jour au lendemain va disparaître. On va se poser 1001 questions sur donc sa disparition et en fait un jour elle voit un reportage qui est d'ailleurs sur les paysages en Corse et elle croit reconnaître sa mère, ou du moins je crois que c'est un portrait ou un tableau où il y a sa mère qui est peinte dessus et donc bah, forcément elle est pas forcément à la recherche de sa mère, mais c'est vrai que elle fonce, elle saute sur l'occasion pour aller en Corse et essayer vraiment de la retrouver. Et franchement c'est un livre qui m'a complètement embarquée. On est sur quelque chose de très, je dirais pas feel good mais très léger quand même. Même si le sujet est voilà, difficile, mais j'ai trouvé que justement c'était très bien dosé. Donc je ne peux que vous le conseiller. Moi j'ai passé un excellent moment, donc c'est pour ça que sur le coup j'avais voilà, beaucoup aimé et qu'il faut absolument, il fallait qu'il fasse partie de ce top. Autre livre de ce top, L'événement de Annie Ernaux, je l'ai lu en janvier de l'année dernière, donc ça fait un petit moment, mais j'ai été très touchée. C'est le récit de l'avortement de l'autrice, donc que dire de plus si ce n'est que sa plume est très singulière, très percutante, parfois peut-être un peu froide, mais elle décortique de manière chirurgicale chaque émotion, chaque événement, et c'est vraiment bouleversant. Et je trouve que vraiment ce sujet-là en plus, parce qu'à l'époque, bah, d'ailleurs, ça a été un avortement clandestin vu que c'était interdit en France, et voilà, c'est un livre qui est nécessaire. Vraiment nécessaire à lire, à mettre entre toutes les mains. Il est bouleversant. Ensuite j'ai été aussi très touchée par un livre qui va paraître au mois de mars, alors je sais plus la date, je la mettrai ici, le 20 je crois mars. Il s'agit des Pas de côté de Marie-Aude Mériguet. C'est une future parution donc des éditions de Charleston. Alors je sais pas si je pourrais afficher la couverture ou pas, si elle sera disponible quand je publierai cette vidéo, mais j'ai adoré parce qu'on suit à la fois l'histoire d'Yvonne et à la fois l'histoire de Zola, Zola qui a la trentaine, enfin début de la trentaine, et qui galère un peu dans sa vie, il y a plein de choses qui vont pas. Elle va rencontrer Yvonne et Yvonne va se confier sur sa vie à elle et il va y avoir une amitié qui vont naître entre les deux jeunes femmes, n'importe quoi, entre la jeune femme et donc la plus âgée, parce qu'elle est octogénaire. Et à un moment donné, elles vont partir dans le village d'enfance où a grandi Yvonne, et petit à petit, voilà, les secrets vont se révéler. Zola, qui à la base ment beaucoup parce que pour elle c'est une manière de fuir un petit peu les problèmes, les responsabilités, etc. Va se rendre compte de plein de choses et franchement j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très juste. La plume a quelque chose de très singulier que j'ai adoré. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur sa plume, j'ai trouvé que c'était très chouette. Alors il peut paraître un peu sombre quand même comme roman, donc je sais pas si je le conseille à tout le monde, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très juste. Enfin en tout cas sur le moment il m'a parlé donc voilà, j'ai été très touchée par les deux personnages principaux et par tous les sujets qui sont abordés dans le roman, donc je ne peux que vous le conseiller, même si voilà, c'est pas forcément le livre que je conseille à tout le monde si vous êtes un peu déprimé.
je vous le conseille pas. Et enfin, dernière lecture de ce top pour la littérature blanche, il s'agit des Choses humaines de Karine Thuil, ou pareil, dis donc décidément on revient à un même sujet dans ce top, mais il est question d'un procès et cette fois-ci il est question donc d'un jeune homme qui va être accusé de viol, si je ne me trompe pas, par la belle-fille de sa propre mère. Donc sa mère s'est mise avec un homme et donc cet homme a 2 filles, donc par l'une de ces 2 filles au cours d'une soirée, à la suite d'une soirée, etc. Et on va décortiquer, et vraiment Karine Thuil décortique extrêmement bien l'environnement social, le procès, mais aussi, enfin voilà, elle va revenir un peu sur qu'est-ce qui a pu conduire à cette accusation, qu'est-ce qui a pu conduire à certaines choses, à certains comportements, etc. J'ai trouvé que socialement parlant, tout était vraiment hyper bien décrit et on va vraiment en profondeur dans l'analyse. Et vraiment j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé très, très addictif. On revient, le père justement d'Alexandre, qui est la personne qui est accusée, donc est un présentateur de télé extrêmement connu. Donc pareil, on est un peu dans ce milieu-là très privilégié et très finalement machiste hein, aussi. Voilà, donc franchement c'était très bien fait, très bien construit. Je ne peux que vous le conseiller pour le coup s'il vous tente. Voilà du coup pour cette très longue vidéo je pense, mais fallait absolument que je vous fasse mes meilleures lectures parce que pour le coup voilà, j'ai eu quand même de très bonnes lectures hein, en 2024. Je regrette voilà, juste d'avoir pas eu énormément de coups de cœur, mais d'un autre côté on peut pas tout le temps en avoir 150 c'est sûr. Ça reste quand même une très bonne année pour moi, un bon cru hein. J'ai eu de belles lectures, j'en suis très contente et j'espère que 2025 me réservera aussi de très belles découvertes et très belles lectures. Donc voilà, cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez pu peut-être noter des nouveaux titres en fonction donc, des livres que je vous ai présentés, que j'ai pu vous donner envie sur certains livres. En tout cas c'est mon but aussi avec cette vidéo. Et voilà, merci 2024 et puis j'ai envie de dire adieu. Je tourne quand même cette page parce que j'ai quand même envie de tourner 2024, mais bon pour des raisons perso. Au niveau lecture ça a été quand même globalement bien. Voilà, je vais juste rester sur cette note quand même un petit peu positive. Et voilà, et vous souhaitez en tout cas aussi de très belles lectures pour 2025. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale sur mes envies lecture pour l'année à venir. J'espère en tout cas qu'en 2024 vous avez eu des coups de cœur. Dites-moi quels sont d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse vos coups de cœur, peut-être en top 3, en top 5. Je dis ça mais moi j'ai pas réussi à en faire un, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos coups de cœur et voilà, si jamais vous avez des coups de cœur qui sont dans ma pile à lire, ça m'incitera aussi à les sortir. Donc voilà, ce sera que bénéfique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.